Bonsoir, bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis très heureux de venir partout où vous nous suivez pour ce nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Merci car vous étiez très nombreux à nous suivre par rapport à notre numéro de Genre et Volontariat de la semaine passée où nous sommes allés à la rencontre du docteur Placide Crispin Manzombi, spécialiste en prise en charge de drépanocytaires ou ce qu'on appelle communément anémique SS. Avec lui, il a sensibilisé la communauté et surtout les décideurs pour la prise en charge efficace et la lutte contre la drépanocytose, car il n'y a que l'État qui peut efficacement lutter contre cette maladie et que les initiatives individuelles sont vouées à l'échec. Donc, il a sensibilisé tous les députés nationaux pour un regard plus objectif par rapport à cette maladie. Ce soir, je suis encore heureux de vous retrouver. Nous allons parler d'un sujet très important. Nous parlerons du numérique, nous parlerons de la preuve pénale, nous parlerons de la vie privée, données privées, nous parlerons aussi du secret professionnel. Pour vous présenter mon invité de ce soir, permettez-moi d'aller saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Et là, je vais commencer ici en RDC. Vous êtes à l'est de la RDC, soyez le bienvenu. Je vois Walungu, Bukavu, Goma, Beni, ainsi de suite. Je reviens au centre de Kasaï. Je vais à l'ouest de la RDC. Je vous salue. Du nord au sud, soyez le bienvenu dans votre magazine. Tous ceux qui nous suivent dans les pays limitrophes, soyez le bienvenu. Je vais en Europe, là où nous avons notre bastion. Merci de nous suivre. Nous allons en Amérique. Je vois le Canada. Je redescends aux États-Unis. Soyez le bienvenu. Là, je vais où j'ai de la famille à Dallas. Merci de nous soutenir. Je redescends encore vers le Brésil, je vais à Rio de Janeiro, je vais à Rio Grande do Sul, merci de nous suivre. Et vous pouvez aussi suivre ce magazine sur les réseaux sociaux en allant vous abonner massivement sur notre page YouTube, Symphorien Katende TV, et liker aussi sur notre page Facebook, Genre et Volontariat. Merci de nous suivre à Dubaï, au Japon, en Chine. Merci de nous suivre en Australie. Vous êtes bien sûr dans votre magazine Genre et Volontariat. Permettez-moi maintenant de saluer notre invité de ce soir. Bonsoir, Maître Prosper Tetika. Bonsoir, M. Katende. Merci de m'avoir réinvité. Maître Tetika, je vais introduire ta présentation et toi, tu pourras mieux le faire. Maître Tetika, vous êtes défenseur judiciaire, chercheur, président d'une ONG. S'il faut mieux vous présenter, qu'est-ce que vous devriez dire? Je pense que cette présentation brève et concise. Voilà, je suis défenseur judiciaire, chercheur, président de l'ASBEL Idées et Actions pour le Changement, IDEAC, mais aussi un passionné des cultures et voilà. Dans le magazine Genre et Volontariat, nous soutenons l'entrepreneuriat jeune. Hein. Ces jeunes qui osent, ces jeunes qui veulent changer les choses. Et c'est un réel plaisir que nous puissions recevoir pour vous, Maître Tetika Prosper. Nous allons aller dans le vif du sujet. La preuve pénale, comme vous l'avez dit, nous serons dans le domaine du numérique, ainsi de suite. Le numérique. Aujourd'hui, sans notre téléphone sur Internet, nous ne pouvons pas vivre. Les gens sont sur Facebook, sur Instagram, WhatsApp, plus que la Bible, plus que autres bouquins, parce qu'ils aimeraient rester en contact. Mais lorsque nous allons sur nos mails, lorsque nous allons sur WhatsApp, sur Facebook, nous laissons notre vie privée à l'intérieur. Nous mettons nos données privées. Nous avons aussi ce qu'on appelle secret professionnel par nos mails. Aujourd'hui, en lingala, on dit « chombo nangan des bureaux »,« téléphone nangan des bureaux ». Vous voyez un peu, mais lorsqu'on va dans le chemin de la justice, il se peut que notre vie privée, notre secret professionnel, nos données privées deviennent des lieux d'investigation de la justice. Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à ces sujets? Comment tu peux le définir? D'abord, il faut saluer l'intérêt porté à ces sujets parce que c'est une recherche qui a été menée par moi où j'ai essayé de décortiquer la question de la preuve en matière pénale à l'épreuve du numérique, justement. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, le développement technologique est une réalité. La réalité virtuelle est en soi une vraie réalité. Alors,
Il faut d'abord se demander, lorsqu'il y a la preuve à rechercher dans le domaine numérique, quelle est la procédure à suivre? Et là, nous sommes dans le domaine de l'administration de la preuve, qui est une partie de la procédure pénale. Ce sont des domaines juridiques. Nous sommes en matière d'infraction, où lorsqu'on viole une loi, on est exposé ou on est passible de sanctions pénales, de faire la prison. Alors, qu'est-ce qui va arriver lorsque la preuve doit être recherchée dans le domaine du numérique? Il faut d'abord se référer pour demander si nos lois, à l'interne, les lois de la République démocratique du Congo, disposent au sujet de la preuve numérique. Alors, il faut dire que dans cette matière, où il y a principalement la procédure pénale, où la loi essentielle en procédure pénale, c'est le code de procédure pénale, notre code de procédure pénale n'a pas une disposition expresse qui parle de la preuve numérique. Mais on parle des preuves de façon générale. Mais en dehors de la loi, les juristes le savent, le droit est plus globalisant, parce qu'on dit le droit n'est pas la loi, même si la loi fait partie du droit. Donc quand vous ne trouvez pas une réponse à une question au niveau de la loi, il faut aller rechercher dans d'autres sources du droit. Alors il y a des principes qui orientent, qui encadrent la question de la preuve dans la procédure pénale, et parmi ces principes, il y a un principe essentiel qu'on appelle le principe de la liberté de la preuve. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une catégorisation, il n'y a pas une hiérarchisation des preuves dans le domaine pénal. En ce sens, toute preuve peut être présentée devant le juge et peut faire l'objet des discussions. Alors, en ce sens-là, nous pensons que la preuve numérique soit-elle est admissible, parce qu'il n'y a pas eu des discriminations par rapport à cela, on n'a pas exclu un certain domaine ou une certaine catégorie de preuves. Mais nous disons que la question numérique est une question qui demande plus que la simple liberté. Cette liberté qui n'est d'ailleurs pas absolue, parce qu'il y a des principes qui encadrent la liberté, et notamment la loyauté de la preuve, en ce sens qu'on ne peut pas recueillir une preuve de n'importe quelle manière, encore que lorsque cette preuve doit être recherchée dans le domaine du numérique, parce qu'il y a des limites à ne pas franchir. Vous avez parlé tout à l'heure de la vie privée. Il y a la vie privée, par exemple, qu'il faut protéger. Là, maintenant, si tu me permets, je peux d'ailleurs te poser la question parce qu'à la maison, les gens se posent des questions sur ces notions. Oui. Vie privée, qu'est-ce que nous entendons par vie privée? Oui. Données privées et secrets professionnels. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent « Et vie privée n'a pas, Coco, ta vie privée n'a pas ». Qu'est-ce que nous comprenons par vie privée, données privées et secrets professionnels? Ah non, d'accord. Alors, pour faire simple, ce sont d'ailleurs des notions qui sont protégées par la loi et notamment la Constitution, parce qu'il y a l'article 31 de la Constitution qui protège notamment la vie privée, le secret de correspondance, ainsi de suite, et plus globalement d'ailleurs le secret professionnel. Alors, lorsqu'on parle de la vie privée, on est plus dans un domaine qui se rallie à l'intimité. À l'intimité. Vous savez, cette partie de notre vie qu'on ne peut pas exposer, étaler en public, cette limite infranchissable où on ne permet pas à une tierce personne de franchir. Ça, c'est la vie privée. Et lorsqu'on dit « je protège ma vie privée », cette vie privée, c'est aussi bien une vie privée entendue dans un domaine physique. Votre chambre fait partie de votre champ privé, votre champ de la vie privée. Mais il y a aussi cette vie privée qui se transporte dans le domaine du numérique. Lorsqu'on échange de message à message, les messages qu'on s'envoie sont des messages privés qui relèvent de la vie privée. Vous voyez par exemple dans le compte Facebook, pour ceux qui l'utilisent, loin l'idée d'en faire la publicité, il y a deux champs de communication. Vous avez un champ public, qu'on peut appeler un mur, où on peut publier, où tout le monde peut voir, mais il y a aussi un champ privé, qui est le domaine de la correspondance privée. Alors aujourd'hui, avec le numérique, cette même vie privée, qui peut être entendue dans le domaine physique, comme une chambre, comme un domaine de relations privées, peut aussi se concevoir dans le domaine du numérique. Et la protection est la même, la sécurité est la même, la rigueur de la loi est la même, selon qu'il s'agit du monde physique ou du monde numérique. Parlant du secret, il y a d'abord pour tout individu le secret des correspondances. Les correspondances, je n'ai pas besoin, lorsque je vous envoie une note en papier, qu'un tiers le lise, sans que vous-même vous ne l'ayez entré en contact. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la société voit d'un mauvais œil ceux qui se permettent d'ouvrir des correspondances destinées aux personnes autres que celles qui estiment pouvoir entrer en contact ou voir ce qui est écrit dedans. Donc,
La même transposition, la même conception est aussi admissible dans le domaine du numérique. Alors, mais lorsqu'on parle du secret professionnel, c'est plus une notion déontologique qui se rapporte à une profession, qui se rapporte à un métier. Il y a des métiers qui sont couverts du secret professionnel par État. Je vois par exemple les avocats, les défenseurs judiciaires, les médecins. Ce sont des secrets, des domaines, des métiers, des professions couvertes du secret par État. Alors, les implications au domaine numérique en matière d'infraction imposent des garanties. Ce qui veut dire, lorsque demain nous aurons à améliorer notre loi pour disposer au sujet de la preuve numérique, lorsque demain nous serons appelés à outiller les organes d'enquête, là je vois les magistrats, je vois les OPJ, tous ceux qui œuvrent dans la recherche des infractions, dans l'assemblage des moyens de preuve, parce qu'en réalité, un procès, au sens pénal, est suivi d'une phase de préparation intense. Lorsque quelqu'un est soupçonné d'avoir commis une infraction, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut réunir. Il faut réunir des preuves qui peuvent soutenir l'accusation. Parce que lorsque vous ne réunissez pas la preuve, il y a un doute. Et quand il y a doute, le juge ne peut pas condamner lorsqu'il y a doute. On relâche la personne qui est poursuivie. Alors, notre procédure pénale sera amenée demain à disposer au sujet de la preuve numérique. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une réalité. Mais une réalité qu'on n'a peut-être pas encore réalisée et dont on n'a pas pris les mesures nécessaires. Parce qu'au-delà des moyens juridiques, c'est-à-dire des lois en matière de procédure pénale qui permettent aux magistrats d'aller rechercher la preuve dans des comptes Facebook, dans des adresses mail, sans empiéter la vie privée, sans empiéter le secret des correspondances, c'est-à-dire sans pouvoir aller dans un champ qui ne se rapporte pas à l'infraction pour laquelle vous vous mettez à la recherche des preuves. Là, par exemple, vous voulez dire, vous tombez dans un... Bon, une tierce personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction. Oui. Et les moyens de pouvoir chercher cette preuve, c'est d'aller, par exemple, dans son compte Facebook ou WhatsApp. Oui. Et en cherchant des preuves, vous voyez qu'il y avait d'autres indiscrétions. Bien sûr. Il a des petites amies tout en étant marié. Oui. Il a, par exemple, dans le domaine de sa profession, eu des pots de vin de quelqu'un. Il remercie, merci parce que tu m'avais facilité. Et moi, en contre-retour, je t'ai dit cela. Donc, la loi n'a pas le droit d'aller regarder ces indiscrétions. Lui doit se limiter à ce qu'il recherche, par exemple. Oui, oui, ça, ce sont des perspectives vers lesquelles nous devons aller dans le cadre de l'amélioration de notre législation. Ce que vous dites est intéressant, en ce sens que lorsque on sera appelé demain à chercher une infraction, par exemple, d'injure, je prends une infraction simple, d'injure. Alors, si l'injure en question ou les injures en question ont été proférées sur Facebook, et donc, anonyme, on ne connaît pas la personne. La preuve, oui, mais on peut identifier l'individu. La preuve doit être recherchée sur ce champ-là. Alors, l'attention, on dit, voilà, prenez garde de ne pas aller dans un chemin qui ne vous concerne pas. Donc, demain, lorsqu'il faudra débattre des éléments de preuve, à la limite, vous conviendrez de me dire, voilà, j'ai effectivement retrouvé la publication, vous m'avez insulté, vous m'avez imputé des faits dans votre publication du 4 mars, dans votre publication de telle date, ainsi de suite. Mais ne venez pas me dire, d'ailleurs, on a découvert vos relations parallèles, on a découvert que c'est vous en réalité qui avez détourné ceci. Là, on s'écarte du champ. C'est comme ça que dans d'autres législations, les pays qui ont eu à organiser ces questions en matière de procédure pénale ont établi des garanties. Et il y a même, au-delà des techniques, il y a des modalités. Il y a par exemple le tri. Donc, lorsque vous copiez un serveur, lorsque vous accédez à un serveur, lorsque vous avez des éléments épars, vous devez opérer le tri pour dissocier ce qui ne vous concerne pas, c'est-à-dire ce qui ne concerne pas l'infraction que vous poursuivez, vous les mettez de côté et vous ne vous focalisez que sur les éléments qui concernent votre infraction. Ça sont des garanties. Mais aujourd'hui, notre loi ne les permet pas expressément. Mais il y a une petite nuance parce que la loi de 2004 sur la lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme donne des moyens numériques d'enquête.
aux magistrats, qui peut accéder à des serveurs, qui peut accéder à la surveillance des comptes bancaires. Mais ces infractions-là, ou ces moyens, ne sont limités qu'aux infractions liées soit au blanchiment des capitaux, soit au financement du terrorisme. Ce qui limite un peu le champ. Ils ne peuvent pas être appliqués à autre chose. Par exemple, on t'a insulté sur Facebook, allez... Dans le cas de cette loi-là, les moyens qui sont déterminés dans son article 25 ne s'appliquent que à ces infractions-là. Autre chose, ces moyens sont soumis à une autorisation préalable. Donc il y a des garanties, il y a des autorisations à avoir auprès du juge, auprès du procureur général, ainsi de suite. Mais je tire aussi l'attention pour dire que la question de la preuve en matière numérique est aussi globalisante, parce que vous voyez justement qu'on parle du numérique, mais s'il faut se connecter, on doit être relié à un terminal de connexion. Là, on est directement en plein dans le domaine des télécommunications. Aujourd'hui, on ne sait pas déjà identifier les citoyens congolais, on n'a pas des empreintes, on n'a pas des informations sur le plan étatique sur chaque individu. On n'a pas des moyens, des situations pour savoir que, M. Katende, par exemple, vous habitiez telle commune, mais désormais vous êtes dans telle autre, où on peut facilement vous situer. Dans la traçabilité numérique. Traçabilité numérique. Mais aussi, on a un accès facile au terminal de connexion. Aujourd'hui, c'est n'importe qui peut s'acheter une SIM, se connecter et après changer de SIM de temps en autre. Il faut que ces choses-là soient encadrées. Mais déjà, nous saluons parce qu'il y a un travail qui a été fait dans la législature passée. En ce moment, il y a une loi qui viendra un peu réguler la question des télécommunications en améliorant déjà les dispositions qui existent. La prochaine loi sur les télécommunications intègre les questions liées au numérique, tant au sujet des opérateurs de télécommunications, donc ce qui se rapporte à leur boulot, géolocalisation, terminal, ainsi de suite, mais aussi les aspects du domaine de procédure pénale, par exemple. Maître Prosper Titika, laissez-moi te poser quelques questions. Oui. Qui est un sérieux problème au sein de la communauté. Hein. Bien sûr. Par exemple, nous sommes à 3. José Matadi me donne une indiscrétion sur sa vie privée. Sans le savoir, moi j'appelle son épouse pour lui dire d'ailleurs, ton mari est de mauvaises mœurs. À cet instant, il est avec une jeune étudiante dans un hôtel. Je prends la SIM, je rends. Maintenant, José veut entrer dans ses droits. Il veut savoir qui a dit cela. Mais la manière de relater les choses, José pressent que la seule personne qui est au courant de sa double vie, c'est un certain Symphorien. Maintenant, là, on est dans le numérique, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, comment José pourra-t-il entrer dans ses droits pour que l'on puisse atteindre la personne? Non, là, c'est la diffamation, mensonge. Non, je comprends votre idée. Aidez-moi, parce que c'est ça les problèmes qui arrivent souvent. J'ai compris votre idée, mais ici, il faut dire que nous sommes dans un domaine pénal. Oui, la matière pénale, c'est une matière assez précise. Ou bien le cas d'escroquerie, par exemple, sur Facebook, on vous dit, par exemple, vous avez gagné parce que dans le temps, on vous envoie un message, vous avez gagné autant à la loterie, tu es content, envoie telle somme de montant d'argent, tu envoies et tu te rends compte que tu t'es fait plumer, tu t'es fait escroquer. Déjà, comment remonter par rapport à cela? Déjà, il faut dire que les techniques, la technologie elle-même nous offre ces possibilités. Mais il faut que ces possibilités soient inscrites dans un schéma institutionnel, dans un schéma pénal. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque je parle de l'idée que vous avez par rapport à l'exemple, ce ne sera pas le même exemple, mais je vois votre idée. C'est que qu'est-ce qui va arriver lorsque quelqu'un commet une infraction, mais éblouit des traces dans le domaine numérique? Comment retrouver quelqu'un qui profère des insultes ou qui prépare un attentat ou je ne sais pas, qui commet vraiment en tout cas une infraction, mais qui rompt par exemple la SIM, qui ne peut pas laisser une traçabilité? Quelqu'un qui publie un message offensant sur Facebook, sur Twitter ou ailleurs, mais qui le supprime par exemple. Ça sont des vraies questions techniques. La technique elle-même permet de retracer cela. Parce que lorsque par exemple vous dites, vous avez reçu un message, vous dites voilà, vous avez gagné au loto, ainsi de suite. Pour dénicher le réseau de malfaiteurs, le même message, chaque message contient un fil, contient une traçabilité. Et les techniciens le savent. C'est comme ça que dans la recherche que j'ai menée, je me suis aligné à l'idée de la cyberpolice. Ce n'est pas une police qui sera métapolice, mais je pars à l'idée
de ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a la police technique. Dans le remède pour répondre à ce problème. Voilà, justement, il y a la police scientifique, où je dis que les OPJ de demain devront être des ingénieurs informaticiens. Il faudra que demain, les magistrats aient un réservoir des policiers informaticiens sur lesquels ils peuvent recourir lorsqu'il s'agit de poursuivre une infraction qui est directement liée au télécom ou au numérique. C'est ça en réalité l'idée. Mais ces recours doivent être encadrés par le donc la soupape juridique est un préalable important aux moyens techniques. Aujourd'hui, il y a la technologie, les rudiments technologiques l'indiquent, la preuve par les liaisons. Donc votre téléphone, par exemple, a un code IMEI. Ce sont des termes techniques. Chaque ordinateur a des adresses qu'on appelle des adresses IP, Internet portable. Donc, ce sont des moyens. De sorte que lorsque vous achetez votre téléphone et vous venez voir un opérateur pour pouvoir demander une SIM, on check votre téléphone et on sait qu'on a attribué telle SIM à tel individu qui habite tel endroit et la SIM est incorporée dans tel téléphone qui a tel code IMEI. Ce qui fait que tel téléphone, un code, une SIM, un individu. Vous pouvez être au rond-point Gaba, pour être partout, à Kasumbalesa, à Kiri. Mais lorsque vous émettez un appel, on sait que c'est telle personne. On peut vous localiser. Et déjà à partir du code de votre téléphone, reliant votre SIM, on sait que réellement dans le registre, il y a telle personne, tel individu qui s'est procuré telle SIM. C'est comme ça qu'il faut qu'il y ait une étroite collaboration entre le domaine des télécommunications et le champ pénal. Mais comme je dis, aujourd'hui, il faut également avoir un œil sur les libertés, parce que ces libertés sont fondamentales. Aujourd'hui, il y a des protestations, il y a une sorte d'activisme, une sorte de revendication citoyenne qui se passe plus dans les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il y a, au-delà des questions de cybercriminalité, parce qu'il faut traquer les cyberdélinquants, comme on les appelle, mais il y a aussi un tonus, un bémol porté, où on dit, voilà, cybercriminalité bien sûr, mais cybersécurité, mais aussi protection des individus, protection des données à caractère personnel, protection des données privées, protection des individus dans le domaine du numérique. Donc il y a le pont à faire entre la recherche des infractions au sens du numérique, avec la technique que cette recherche implique, mais aussi des garanties, des protections au sens des libertés pour chaque individu. Donc, Maître Prosper Tetika, vous proposez que la loi congolaise se mette au même diapason que l'avancée technologique. Bien sûr, je propose une adaptation de la loi par rapport à la réalité numérique, mais au-delà de l'adaptation de la loi, la mise des moyens technologiques au service du champ pénal. Parce que si nous ne procédons pas à ce cap, aujourd'hui nous pouvons accumuler ce qu'on peut considérer comme des petits problèmes, mais demain nous pourrons être amenés à gérer des gros problèmes et le numérique pourra, faute des régulations préalables, faute de mise de moyens préalables et conséquents, nous pourrons nous retrouver à une situation de non-droit. Donc aujourd'hui, les gens pourront facilement recourir, ou demain, ils pourront facilement recourir à ces procédés numériques. Parce qu'il n'y a aucune législation qui encadre cela et plusieurs forfaitures sont faites dans ce domaine. Oui, il y a une assise juridique quand même, il y a des lois qui existent, mais dans le cas du domaine de la preuve en matière pénale, je propose qu'il y ait ce regard-là. Ce n'est pas des commodités qu'il faudra faire, ce n'est pas juste des copies-coller. Il faudra vraiment réunir le domaine, l'intelligence, le monde de la recherche pour le mettre au profit de ces caps. Aujourd'hui, il y a, comme nous le savons, dans notre pays, je ne suis pas le premier à en parler, il y a déjà des gens qui ont produit même des thèses par rapport à la cybercriminalité, par rapport à la sécurité numérique dans le domaine du commerce, par exemple. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous commandez un article qui doit venir de Dallas, mais qui n'arrive pas, alors que vous avez payé par carte bancaire? Ce sont des questions. On va plus simple. Oui. Avec ces low-out par rapport à l'Internet, il y a eu un temps, vous avez acheté des crédits Internet, vous vous êtes abonné, mais suite à des problèmes, par exemple, quand la période des élections, on interrompt. Et la plupart des consommateurs n'ont pas été remboursés. Maintenant, ça se fait comment? Maintenant, il faut des preuves numériques. Il faut quoi, par exemple, pour entrer dans ces droits? Oui, vous savez, par exemple, moi, j'ai connu ces cas. Je ne veux pas citer le nom de l'opérateur. Ouais. Je me suis abonné, mais c'était à la veille de la coupure générale. De la coupure générale. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui,
Et l'opérateur n'a même pas pris la peine de pouvoir remettre mes crédits parce que j'ai payé. Bon, en réalité, ce sont ces questions-là. Donc, vous voyez justement que vous êtes dans une situation qui vous amène à revendiquer. Mais vous allez revendiquer sur base de quels éléments? Vous allez revendiquer sur base de quelle loi? Vous sentez un préjudice que vous avez subi et vous voulez vous faire réparer. Voilà, c'est cette lanterne, c'est cette lampadaire que nous allumons lorsque nous menons cette recherche. Ce sont des questions que nous vivons, mais auxquelles nous ne faisons pas attention. Ce qui veut dire que derrière vous, il y a des millions de Congolais qui se trouvent dans la même situation, mais qui n'ont pas été satisfaits, qui n'ont pas été dédommagés. Voyez-vous? Une fois, je peux te faire rire chez mon ancien opérateur. Oui. J'y vais, c'était presque le même problème à l'époque. On a coupé l'interruption de l'Internet. Je vais chez l'opérateur, j'ai dit, mais tiens, moi je suis journaliste. Pour le cadre de ma profession, je fais des recherches, je suis en contact avec mes invités, je prépare mes émissions. Et la réponse, il dit, c'est pas nous, c'est l'État. Donc il faut voir avec l'État. Je dis, ah, ce n'est pas à l'État que j'achète mon abonnement. Hein. Bien sûr. Donc le partage de responsabilités, ce qui veut dire que l'outil informatique, l'outil Internet, aujourd'hui, se ressent de la même façon que les relations privées. Là, nous sommes dans un domaine civil, mais qui a aussi des ralliements par rapport au numérique. Il y en est autant dans le domaine commercial, quand j'ai parlé des achats en ligne, mais aussi dans le domaine pénal, où on parle des infractions et des peines qui peuvent s'en suivre. Alors, il faut, comme je vous ai dit, la question de nouvelles technologies, la question de la cyberpolice, tous ces moyens-là qu'il faut mettre au profit de l'évolution. Mais quand j'ai parlé des aspects de la recherche, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait aussi un changement dans notre façon d'enseigner. On en a peut-être parlé, et je salue d'ailleurs le travail que vous faites à travers votre magazine, parce qu'en réalité, il y a ce désir d'anticipation. Si nous restons dans la conception classique des choses traditionnelles, nous ne comprendrons pas, par exemple, que demain, ceux qui sont dans des facultés d'informatique ne seront pas seulement appelés demain à être des informaticiens, à assister des banquiers, à travailler dans la maintenance informatique. Mais il faut que dans l'idée de ceux qui font aujourd'hui le domaine de technologie, savent par exemple qu'une fois ils terminent leurs études, ils pourront devenir OPJ. Et ça, c'est aussi jeter une couche d'honorabilité à tous ces métiers. Je vois ces policiers, ces OPJ, ces magistrats qui font un travail remarquable. Mais il faut également que nous procédions à la prise en compte de la réalité numérique, parce que c'est très important. C'est ce qui a même été l'intérêt de cette recherche, inciter à une réflexion profonde, à l'instar des éléments qui ont été produits, mais en allant de façon méthodique, parce que chaque société a ses réalités. Même si on peut retrouver des réalités universelles, la question du numérique, c'est une question globalisante. Mais dans la question que vous avez soulevée, quand vous parlez des opérateurs économiques, quand vous parlez des opérateurs de télécom, certains pays ont pris l'audace de faire de la sphère numérique quelque chose qui se renferme aussi dans les règlements, dans les lois du pays. Vous apprendrez par exemple que la France a été en procès contre Google. Vous apprendrez par exemple que la France, ou Google, a été condamné par un tribunal français de la ville de Lyon à payer des dommages-intérêts à autant de millions d'euros ou autant de sommes parce qu'ils auraient utilisé les données à caractère personnel, c'est-à-dire des données qui se rapportent à votre situation, qui se rapportent à vos préférences, à travers Google. Donc, Google a utilisé les données personnelles de certains citoyens français et l'État français a poursuivi et même Google a été condamné. Alors, ce sont des choses qu'on apprend aujourd'hui par voie des médias. Mais on peut se demander, mais tiens, est-ce qu'on n'utilise pas par exemple les données des Congolais? Tout à fait, c'est pour en faire des publicités? Très bonne question. Voyez-vous? Et si c'est bien le cas, comment aujourd'hui, vous qui avez voulu revendiquer, on pourra arriver à cela? Et si nous revendiquons, sur quelle base, sur quelle assise légale, sur quelle loi? Et oui, si demain on a la loi, mais comment on va avoir la preuve? Parce que c'est le même Google qui nous offre la technologie. C'est le même Google qui peut nous boucher. Donc il y a ces questions-là qui sont assez génériques. Vous voyez que le domaine est très étendu, mais c'est comme ça que nous avons circonscrit pour parler un peu des questions de preuve, parce que une des idées majeures de cette recherche, c'est que nous avons évoqué la question de la perquisition et de la saisie informatique. Prosper Tetika, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges si riches. Actuellement, dans nos taxis, nous remarquons des numéros. Oui. Près de ce numéro, au bas de numéro, vous allez voir un QR code. Super. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir votre téléphone, vous scannez. Avec ce cas d'enlèvement,
ainsi de suite. Est-ce que ça ne peut pas être un élément de preuve pour dire, par exemple, tel client a pris tel taxi, telle correspondance? Est-ce que la loi ne peut pas se mettre au diapason, par exemple, que ce soit des rigueurs, avant de monter dans un taxi où il y a un QR code, vous scannez, vous partagez à votre famille et les gens savent que ce taxi va prendre tel trajet? Parce que dans votre manière de parler, nous remarquons que la loi congolaise reste à la traîne. Si elle ne peut pas se mettre au même diapason, s'adapter à la réalité pratique que nous vivons déjà. Parce que ces taxis, quand vous montez, vous pouvez poser la question, excusez, et là, pendant le rôle de logo, ils ont servir Nanini. Beaucoup de gens ne le savent pas, ce sont des QR codes. Si c'est là, ça doit être scanné. C'est vrai que nous n'avons jamais scanné, on ne sait pas si c'est juste pour faire genre, mais est-ce que pour répondre à des questions, par exemple d'enlèvement, ainsi de suite, ça ne peut pas être un des éléments qui peut servir à la loi congolaise pour avoir, comme vous dites, des preuves pénales que telle personne a été enlevée par tel véhicule, parce que nous avons le QR code de ce taxi, par exemple? Votre question soulève déjà des préalables, notamment la conformité. S'il faut aller en ce sens-là, on pourrait dire ne pourra pas exercer le commerce, le transport en commun qui n'est pas en règle. Donc, les citoyens pourraient savoir si l'individu est en règle lorsqu'ils voient le code QR, par exemple. Autre question, autre préalable. Est-ce que ce code QR est répertorié dans un serveur central? Parce que lorsqu'il y a un code, par exemple, cela implique que le véhicule a été préalablement enregistré et que même le mouvement, on a parlé de la géolocalisation, peut se retrouver à travers les traces en scannant ce code. Alors, moi, je ne sais personnellement pas la méthode qu'a employée l'office qui a délivré ces codes QR, mais j'en vois, mais je n'ai pas non plus un jour l'intuition de tester. Mais il s'est fait que j'ai eu à tester certaines cartes de visite où j'ai vu certains avec des codes QR, où il y a parfois des codes QR fantaisistes. Donc, cette question de sécurité implique quoi au préalable en réalité? La maîtrise des fichiers, la maîtrise soit des objets comme les véhicules, mais aussi la maîtrise de la situation des individus. Un individu, un particulier, n'a pas le droit aujourd'hui de commencer à recenser ceux qui sont autour de lui. Ça, c'est le domaine de l'État. L'État seul peut le dire, voilà, a un fichier centralisé. Et d'ailleurs, l'État peut, dans le cadre dans l'option de se faire aider, recourir aux télécoms, par exemple, en ce qui concerne les individus, pour demander des fichiers. D'ailleurs, la loi sur les télécommunications demande que l'on conserve ces fichiers, parce qu'on pourra toujours y recourir en temps utile, on ne sait jamais. C'est ça, il faut qu'il y ait cet enregistrement préalable, ce recensement préalable, centralisé, digitalisé et numérisé, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question en réalité de faire des registres sur papier. Donc en réalité, toutes ces données doivent être centralisées à des serveurs numériques. Et maintenant, la question de l'accès dépendra des préalables qui seront posés. Notamment, on a parlé de la vie privée. Ce n'est pas dit que parce qu'il y a un serveur où on a des éléments qu'on peut à chaque moment venir demander. Non, non, non. Il faut que le recours à ces procédés soit encadré, mais aussi émaillé des garanties par rapport aux libertés individuelles. Prosper Tetika, c'est vraiment la fin. Dans quelques poussières de minutes, nous mettons un terme. Mais comment nous, la communauté qui t'avons suivi, pouvons bien utiliser notre vie privée dans le numérique, savoir le protéger, protéger tout ce qui est secret professionnel? Comment le faire? Déjà, je dois dire que il faut que nous recentrions les questions qui ont été traditionnellement connues, les questions de civisme, les questions d'éducation. Je suis personnellement sensible lorsque je vois, peut-être à longueur de jour, comme vous, comme tout utilisateur d'Internet, certains débats, certaines questions qui prennent maintenant vie dans l'espace numérique public, alors qu'ils ne devaient pas l'être. Parce que, je l'ai même dit dans la recherche que j'ai menée, demain, lorsqu'il faudra vérifier l'authenticité de certaines informations, on parle des fake news. Imaginez que, dépourvu d'esprit critique, quelqu'un balance sur son mur, voilà, tel individu ou telle personnalité a détourné, on impute un fait précis à quelqu'un. C'est très grave. Et ça sera encore plus grave lorsque, sans faire preuve de discernement, moi je viens recopier ce message dans mon mur. C'est comme le cas il y a quelques jours où
sur les numériques. Oui. Les gens disaient que l'ambassadeur de Belgique était mort suite à la noyade. Or, c'était faux. C'était un autre sujet belge. Et même des journalistes, des grands journalistes ont relayé ces fake news dans leur page. C'est une réalité. Heureusement que nous, on est allé auprès de l'ambassade sur leur site pour poser la question. Oui. Ils n'avaient rien écrit. C'est là même, c'est en réalité cette démarche-là qui imprègne un certain sérieux dans le traitement des informations pour ne pas prendre pour vrai tout ce qu'on balance sur les réseaux sociaux. Cette distance-là, cette méfiance qui fait la démarcation dans le professionnalisme pour ce qui est de votre profession. Mais dans le domaine personnel aussi, ce sont des réalités. Lorsqu'on publie des choses comme ça, on raconte des histoires, il faut toujours revenir, il faut toujours poser le doute cartésien, remettre un peu en question jusqu'à en avoir la certitude. Alors, il faut des mécanismes, comme je l'ai dit, il faut des structures qui aident à cela. Certains pays disposent des services nationaux de centralisation d'informations liées au numérique, ce qui n'est peut-être pas le cas. Nous avons bien sûr des structures, nous avons le ministère des NTIC, avec des secrétaires généraux, tous les domaines qui se rallient. Mais je vous ai dit que la loi qui est en examen au niveau du Sénat, vraiment va faire un cap à cela. Mais seulement dans le domaine de la preuve en matière pénale, je propose qu'au-delà de la prise en compte des numériques dans l'aspect des législations, il faut qu'on puisse doter la sphère pénale des moyens conséquents. Donc, mettre l'outil technologique au service de la preuve, tout en assurant la garantie des libertés individuelles. Voilà, ce sont les derniers mots de notre invité de ce soir, Maître Prosper Tetika, défenseur judiciaire, chercheur et président d'une ONG. Avec lui, nous avons posé des vraies questions. Comment la loi peut s'adapter à la réalité numérique, les fake news? Le président Félix Tshisekedi est allé rendre visite au sénateur à vie Joseph Kabila. Personne n'a les preuves, mais c'est déjà balancé sur les numériques. Tout le monde prend pour acquis. Tel fait a eu lieu, tandis que ce fait n'a pas eu lieu. Comment démontrer cela? Vous avez votre WhatsApp avec votre épouse ou votre époux, vous partagez des photos intimes, des messages intimes parce qu'il est en déplacement et les gens mettent ça sur le lieu public. Comment entrer dans ses droits? Toutes ces questions ont été déballées ici avec notre invité. C'est aussi pour vous de faire un échange constructif pour savoir comment l'État congolais peut adapter une loi pour pouvoir encadrer ces secteurs du numérique et des questions de preuve. Et là, nous allons confronter cela à la vie privée, au secret professionnel, ainsi de suite. Voilà notre magazine de ce soir, présenté ensemble avec Prosper Tetika. Merci, je ne pense pas que ce sera une dernière fois. Ce ne sera jamais une dernière fois, j'ai toujours envie de revenir dans Genre et Volontariat. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous voulez prolonger ces échanges, vous pouvez continuer ce thème sur notre page Facebook Genre et Volontariat et aller aussi commenter sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV ou envoyer des SMS, des messages au maître Prosper Tetika et cela va lui arriver. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. Merci à la grande équipe de Genre et Volontariat. Si vous avez raté la diffusion de cette émission ce soir à 20h mercredi, vous pouvez le rattraper le vendredi à 13h30 sur Kin 24 Télévision. Ciao, à la prochaine.